Sur le marché de Słubice, en Pologne, on trouve toutes sortes de produits phytosanitaires interdits. Le marché des pesticides illégaux est celui qui connaît la plus forte croissance dans le milieu du crime organisé. Au même moment, en Belgique, un enquêteur est sur la piste de trafiquants. Vous voyez ces scellés? Ils les rompent, vident le contenu du conteneur et remplacent le seau par une copie qui porte le même numéro d'identification. Dans le port de Zeebrugge, il inspecte des marchandises suspectes venues de Chine. Trafiquants et faussaires ne sont jamais à court d'idées pour faire passer leur cargaison. La première chose, c'est de voir si le produit est autorisé, l'ingrédient actif est autorisé, oui ou non. S'il n'est pas autorisé, c'est déjà une indication. Nous devons vérifier si le contenu des fûts correspond véritablement à la description qui en est faite. De son côté, Jacob Meyer découvre un parasite sur ses fraises. Le remède pour s'en débarrasser n'est plus autorisé à la vente. Il tient à respecter les règles, mais il ne s'étonne pas de voir le marché noir des pesticides flamber. Il faut à peine 2 semaines au tétranique pour envahir tout un champ. Une fois qu'il se déclare, vous n'avez plus de récolte. Aujourd'hui, on plante des fraisiers. Mathias, le fils de Jacob, vient lui prêter main forte. Pendant l'été, toute la famille est à pied d'œuvre. L'entreprise familiale ne pratique pas l'agriculture biologique, mais sous la pression politique et sociétale, elle met un point d'honneur à limiter son recours aux pesticides. Les fraises ont la réputation d'être sensibles aux maladies et aux parasites. Les plus redoutés sont les tétraniques. On doit intervenir presque tous les 2 ans. Tous les jours ou presque, on doit vérifier les plants, parce que les dégâts qu'ils causent s'étendent très vite. Le Vertimec, un insecticide efficace contre les tétraniques, est interdit depuis peu parce que jugé trop dangereux pour les autres insectes. Il existe une autre solution, cacher leurs fraises sous d'hideuses serres-tunnels. Mais l'idée répugne les meilleurs. Il y a toujours un risque. Vous voyez les nuages qui arrivent au loin? On n'est jamais vraiment rassuré. Il nous est déjà arrivé d'avoir de la grêle et la récolte était fichue avant même d'avoir commencé. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais tout peut arriver. On vit avec ça. Cette incertitude fait partie de l'aventure. Jacob est confiant. Il ignore encore que cette année, la récolte du fruit si fragile va prendre une tournure dramatique. À environ 700 km de là, dans les bureaux de l'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude à Bruxelles, l'opération Silver Axe bat son plein. 35 nations y participent cette année. Son objectif ? Mettre au jour les importations et le commerce de produits phytosanitaires interdits. Thierry Haine est l'un des enquêteurs. Il parcourt des listes de chargement et porte une attention toute particulière aux cargaisons en provenance d'Asie. Lorsque les fonctionnaires européens repèrent une anomalie, ils en informent les contrôles nationaux. En ce moment, l'accent est mis sur les pesticides dont l'interdiction dans l'Union européenne est plutôt récente. La carbendazime, qui protège les fruits des moisissures, en fait partie. Les agriculteurs avaient l'habitude d'utiliser ce produit. Ils en connaissent les bons résultats, mais le problème est qu'il a aussi un impact sur l'environnement, sur la santé des cultivateurs et sur les fruits et les légumes qu'on consomme. Not approved, non autorisé. L'alerte rouge est lancée. Il va falloir vérifier que la cargaison quitte bien l'Union européenne et non pas qu'elle y rentre illégalement par des réseaux criminels. Nous avons pu observer que des intermédiaires créaient des entreprises pour seulement quelques mois et se donnaient ainsi la possibilité de proposer ces produits à des distributeurs au marché noir. Oui, ça fonctionne. Bonjour Niels. Bonjour Thierry, comment vas-tu?
réunion Skype avec l'Allemagne. Outre-Rhin, c'est Niels Kurlemann qui mène la guerre contre les pesticides illégaux pour le compte de l'Office fédéral pour la protection du consommateur. Niels et Thierry sont actuellement sur la piste d'une entreprise soupçonnée de livrer des insecticides de contrefaçon. Il s'agit d'une société britannique qui avait déjà fait parler d'elle, mais qu'ils ne sont pas encore parvenus à épingler. Cet importateur britannique continue de réceptionner des substances actives qui diffèrent des substances originales. Nous avons saisi une cargaison en Lituanie, une autre en Belgique, une autre aux Pays-Bas et maintenant aussi en Allemagne. Thierry demande à Niels de lui recommander un laboratoire allemand capable de mener les premières analyses. Le bureau belge a besoin des chiffres au plus vite pour mener des essais comparatifs. En Basse-Saxe, dans le nord de l'Allemagne, on a déjà des résultats qui montrent que le produit est falsifié. Le laboratoire a pu mettre en évidence de petites différences. Il s'agit cette fois de mettre cet entrepreneur définitivement hors d'état de nuire. Thierry ne mène pas son enquête uniquement devant son ordinateur. Il doit régulièrement se rendre dans le port de Zeebrugge. De retour en Bavière, la saison des fraises va commencer et Jacob vient installer son kiosque. Pour le moment, malgré l'emploi limité de pesticides, ces plants ont plutôt bien résisté aux attaques des parasites et des maladies. C'est juste que le printemps a été frais et la saison a pris 2 semaines de retard. La clientèle s'impatiente. Si vous voulez voir de l'animation autour du kiosque, revenez demain à partir de 9 h. À partir de lundi, non, demain. Au revoir. Jacob Meyer vit de la confiance que lui accordent ses clients. Il respecte la stricte réglementation allemande en matière de produits phytosanitaires, mais c'est une arme à double tranchant. D'un côté, il y a un véritable effort à mener pour satisfaire aux exigences. De l'autre, c'est peut-être l'occasion d'augmenter la qualité des fruits, quitte à produire un peu moins. Il faut repenser sa manière de faire et peut-être accepter l'éventualité de subir des dégâts, ce qui, évidemment, a un coût. Dans l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui décide des produits autorisés. En revanche, les autorisations de produits maison, qui sont souvent des cocktails de différents produits, relèvent de la compétence nationale. En conséquence, les tolérances ne sont pas les mêmes pour tous les agriculteurs. Pour Jacob, c'est la source d'une concurrence déloyale. Les premiers fruits sont prêts à être cueillis. Les tiges sont bien fermes. Je suis satisfait. La paille est bien en place. Ça peut commencer. S'ils ont suffisamment d'eau, on peut s'attendre à une belle récolte. Mais ces plants ne sont pas encore à l'abri d'une mauvaise surprise, notamment d'une attaque du champignon Botrytis cinerea. La carbendazime, habituellement utilisée dans ce cas n'étant plus autorisée, est-ce que la substance qui la remplace fera aussi bien l'affaire? C'est comme une course de fond. On se sent aussi un peu comme un arbitre avec toutes les nouvelles réglementations à connaître. Mais bon, c'est comme partout. Il faut veiller à rester dans la course et faire au mieux. Le village de la famille Meyer, au pied du Jura franconien. La ferme familiale est en activité depuis près de 400 ans. Dans son histoire, elle a le plus souvent fonctionné sans avoir recours aux pesticides désormais illégaux, dont elle était devenue dépendante et dont elle doit apprendre à se passer. Rapide coup d'œil sur ce qui est encore permis et ce qui ne l'est plus. On va voir quelles sont les nouvelles interdictions, ok? Le calypso n'est plus permis. Il combat les coléoptères, c'est ça? C'est ça. Ces produits sont interdits depuis longtemps. Les plus récents sont le calypso, qui est interdit en Allemagne, mais toujours toléré en Autriche et aux Pays-Bas. Jacob est agacé par les réglementations à 2 vitesses. Il préconise les mêmes règles pour tous. On veut bien respecter toutes les règles si elles sont appliquées à tout le monde. On est amené à se mesurer à des marchandises produites avec moins de contraintes et à les concurrencer. Et ça, ce n'est pas acceptable.
On ne veut pas se retrouver dans la misère, ni devoir demander l'aumône. On accepte les lois du marché, mais il faut qu'elles soient les mêmes pour tous. Mais la réalité est bien différente. Internet regorge d'annonces comme celle-ci, proposant de la carbendazime interdite dans toute l'Union européenne. Il suffit d'un clic pour finaliser la commande. Le site Polenmarkt, ou marché polonais, fait aussi la promotion de commerces situés juste derrière la frontière germano-polonaise et qui propose toute une variété de produits interdits en Allemagne. Le tout sans exiger le certificat de compétence censé attester qu'on a été formé à l'utilisation de telles substances. En Allemagne, il est incontournable. Quels sont ces commerces régulièrement mentionnés sur Internet? L'un d'eux se trouve juste à la frontière, à Słubice. À côté des cigarettes, vêtements et produits divers, n'importe qui a aussi accès à des substances extrêmement dangereuses, réservées aux seuls professionnels aguerris en Allemagne, lorsqu'ils ne sont pas tout simplement interdits. De quoi choquer les militants écologistes qui enquêtent aujourd'hui. Un seau de raticide côtoie le fameux glyphosate. Le produit visé est clairement allemand et on y trouve même le Bi58, produit phare de l'ex-Allemagne de l'Est. Cet insecticide interdit depuis longtemps est-il toujours disponible? Un marchand de vêtements en a en stock. C'est bien plus efficace que du Bi58. Il n'y a que le nom qui change. J'ai besoin de quelque chose de vraiment fort. J'ai déjà tout essayé. La plupart choisissent ça. Le Bi58 n'est plus fabriqué. Les clients allemands choisissent celui-ci. Encore un essai dans la prochaine boutique. J'ai un grand jardin plein d'insectes. Ce produit vous débarrassera de tout. Mauvaises herbes, rongeurs, insectes, rien n'y résiste. Cet endroit a tout d'un petit paradis pour qui souhaite contourner les lois sur les pesticides en Allemagne. Madeleine Ziege a fait son marché pour le compte de la fondation Aurelia. Salut Yann. Elle présente son butin à Jan Hellberg, un biologiste, qui avait déjà enquêté au même endroit et alerté les autorités. Ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si des substances interdites sont toujours en vente et à quel point il est facile de se procurer des produits fortement dosés sans certificat de compétence. Tu as acheté tout ça sans problème. Absolument. Aucun problème pour obtenir du glyphosate. Quand j'ai demandé du Bi58, ils m'ont tous répondu qu'il n'était plus produit depuis 1 an et que je devais plutôt prendre ça. On m'a aussi proposé ces autres produits tout aussi efficaces, mais ça a été très facile dans l'ensemble. Personne ne m'a expliqué comment les utiliser. Il y a juste une inscription sur le couvercle pour le dosage. Comme d'habitude. L'insecticide ici est très concentré. Ça suppose qu'on le dose soi-même, avec le bouchon doseur fourni, un peu de flair et ce petit flacon. On décide soi-même de la concentration qu'on souhaite. En soi, la vente de ce genre de substance à un particulier est parfaitement interdite. Et le pompon, ce sont ces bidons de 5 litres de Roundup, normalement réservés aux professionnels. C'est dingue. Ces produits, qui vont à présent être soigneusement détruits, auraient permis sans aucun mal de désherber et désinsectiser plusieurs hectares de terrain. La fondation Aurelia est une oasis en plein centre de Berlin. Une abeille charpentière. Elle est magnifique avec ses ailes bleues. Pour Jan Hellberg, les jardins privés servent de zone de refuge à la nature. Il préconise donc de suivre l'exemple français et d'interdire tous les pesticides pour les jardiniers amateurs afin de protéger les insectes. Tout le monde pointe les agriculteurs du doigt, ce qu'il estime injuste. C'est pour cette raison qu'il a demandé à la fondation Aurelia de l'aider à sensibiliser les autorités aux problèmes des jardiniers amateurs. Malgré leur action récente, Yann et Madeleine ont le sentiment que le commerce illégal sur Internet ne fait que croître. Jusqu'à peu, les adresses des marchés polonais se partageaient sous le manteau. Yann avait alerté les autorités et aussi l'Union européenne. Aujourd'hui, les sites se vantent impunément de proposer des produits interdits à la vente en Allemagne.
Ils sont sûrement au courant de notre action passée à leur encontre, du fait qu'on a tenté de mettre au jour leur trafic. C'est agaçant de voir qu'en réponse à ça, au lieu de s'inquiéter, leur message se fait plus direct. Interdit en Allemagne, disponible sans certificat de compétence, insecticides, herbicides, Roundup. Les contrôles restent difficiles à mettre en œuvre, malgré les milliers de tonnes de pesticides saisis lors de l'opération Silver Axe. Les failles dans le système sont trop nombreuses. Aujourd'hui, Thierry Haine enquête dans le port de Zeebrugge pour le compte de l'OLAF. Il soupçonne certains camions de transporter des chargements illégaux. Mais il faut attendre l'autorisation des services de douane avant de pouvoir déceler la cargaison. Est-ce que les rayons X ont identifié quelque chose de suspect? Souvent, il y a des faux images, des autres couleurs. Avec ça, on ne peut pas faire de grandes choses. Vous n'avez pas obtenu de description de la marchandise? Vous allez la scanner pour en savoir plus? C'est difficile. Hein? Qu'est-ce que c'est des pesticides ou des alimentations pour les animaux? C'est ça. Ça, c'est le travail de nous et surtout le vérificateur. Pourquoi n'est-il pas autorisé à aller vérifier lui-même? On n'est pas censé embêter les industriels avec des contrôles considérés comme non indispensables. Et c'est pour cette raison qu'il faut bien cibler nos camions. Cette première inspection doit nous permettre de savoir s'il y a un doute. Ce n'est que dans cette éventualité que nous ouvrirons le conteneur. Le douanier a donné le feu vert pour ouvrir le conteneur scellé. Thierry avait fait des recherches préalables concernant ce transporteur. Pour que tout soit fait dans les règles de l'art, un contrôleur de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire belge est aussi présent. Le camion est censé transporter de la mésotrione. C'est le composant de base d'herbicides très puissants comme le glyphosate, très dangereux pour les organismes aquatiques, mais qui reste autorisé. Thierry soupçonne être en présence d'un produit de contrefaçon encore plus puissant. D'abord, il passe les documents au peigne fin en vue d'une anomalie. Les indications sur les barils montrent qu'ils sont en provenance de Chine. Sur la base des documents en notre possession, les substances viennent effectivement de ce pays. Et il n'y a aucune anomalie. Tout a l'air en ordre, parce que le produit est autorisé. Nous allons poursuivre les contrôles et vérifier si le contenu correspond bien à ce qui est indiqué. Prochaine étape, le laboratoire. Malheureusement, ce sera sans la mésotrione de Chine, car l'équipement nécessaire au prélèvement d'échantillons manquait à Zeebrugge. En fait, la marchandise était censée être contrôlée à Anvers, mais les agents sur place étaient occupés avec une importante saisie de cocaïne. On se concentrera donc sur d'autres cas suspects. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, ceux-ci correspondent aux envois qui ont été saisis en Lituanie. D'accord, ok. Donc, avec la facture, il y a de l'astrobine, bentazone et du sépermétrine. Ça va. Lorsque ce sont des contrefaçons faites à partir de produits inconnus et bon marché, leur mise en évidence est particulièrement délicate. Les mélanges peuvent se montrer extrêmement toxiques, aussi bien pour les hommes que pour la nature. Mais en attendant les résultats du laboratoire belge, il va falloir s'armer de patience. Retour dans les champs de Jacob Meyer. L'agriculture européenne se veut plus propre, mais est-elle prête à en payer le prix? Jacob surveille l'apparition de tétraniques avec inquiétude. Ces minuscules parasites se nourrissent de la sève des plantes. Quand je vois ça, ça me fait mal au cœur.
C'est comme si je pouvais ressentir la douleur infligée à la plante. On voit les feuilles se faner et se dessécher. C'est implacable. À plus ou moins long terme, tous les apports en nutriments et en eau sont coupés. On ne va pas s'embêter longtemps avec ces parasites. Pourquoi devrait-on essayer de traiter le champ? On va juste tout arracher. La décision de détruire 13 rangées de fraisiers malades n'a pas été aussi simple à prendre. On parle d'un investissement de 1 000 €. Mais le danger que le parasite ne se propage davantage était trop grand. Un peu plus loin, on s'affaire à retirer les mauvaises herbes à la main. En Allemagne, les herbicides ne sont tolérés dans les fraisiers qu'avant la floraison ou après la récolte. Le reste du temps, il faut avoir recours à de la main-d'œuvre coûteuse. Ingrid Bruckmeier, l'une de ses employées, a pu observer que les jardiniers amateurs étaient souvent soucieux du bien-être des abeilles et enclins à critiquer les agriculteurs, mais qu'eux-mêmes n'hésitaient pas à avoir recours à des produits chimiques. J'ai travaillé dans un entrepôt et quand j'ai vu ce que les gens achetaient, je me suis demandé en quelle concentration ils allaient utiliser ça dans leur potager. En tout cas, moi, je ne mangerai rien de ce qui y pousse. Pourquoi? Il y a la pyrale du buis. Il faut sauver ce pauvre buis à tout prix. En une saison, ils vont acheter 5 flacons d'insecticides pour leur potager ou leur jardin d'agrément. Il ferait mieux de se débarrasser de leur buis. C'est la faute à pas de chance. On plante autre chose. Les jardiniers amateurs utilisent bien plus de poison au mètre carré que les agriculteurs, parce qu'ils ne sont pas à quelques euros près. Jacob Meyer a décidé de remplacer les rangées de fraisiers détruits par des fleurs. C'est sa contribution personnelle à la protection des insectes. La tendance actuelle qui prône de sauver les abeilles a durement mis sa ferme à l'épreuve. Il ne voudrait pas passer pour un empoisonneur. Il se rend bien compte qu'il faut changer les choses, mais comment en même temps faire tourner son entreprise? Pour le moment, il est en phase d'expérimentation. Ici, il fait pousser des betteraves à sucre. Récemment, on a mis au point des robots désherbeurs pour éviter le recours aux produits chimiques. Ces produits high-tech sont très chers, mais ils lui ont donné l'idée de recycler la herse étrie de son grand-père. Il a baptisé sa méthode de désherbage à l'ancienne « Retour vers le futur ». Et pourquoi ne se tourne-t-il pas vers l'agriculture bio? La réponse se trouve dans cette nouvelle porcherie dont l'aménagement lui a coûté 1 million d'euros. Il va falloir 10 ans pour éponger une telle dette, ce qui financièrement rend le passage au bio inenvisageable pour le moment. Les meilleurs n'ont pas d'autre choix que de poursuivre dans le système conventionnel. De retour en Belgique, les résultats des analyses des produits suspects sont sur le point d'être révélés. Globalement, 14% des pesticides contrôlés se trouvent être de dangereuses contrefaçons. Mais comme peu de laboratoires sont habilités à mener de telles analyses, leur identification est particulièrement compliquée. Alors les résultats, qu'est-ce que ça dit? Alors pour l'instant on a une première injection, donc ici on a bien un pic qui est présent. On a ici son spectre. La courbe d'analyse montre un pic qui ne correspond pas au spectre de contrôle. Il s'agit vraisemblablement d'une contrefaçon. L'analyse a détecté de nombreuses impuretés. Le niveau est bien supérieur à la limite et dépasse les valeurs acceptables. Nous devons prévenir les autorités lituaniennes pour leur dire de saisir la marchandise au plus vite. Qui peut bien vouloir mettre de dangereux produits en circulation? Le problème est relativement récent et aujourd'hui, le commerce des pesticides illégaux est devenu l'un des plus juteux dans le monde. L'Union européenne, avec son opération Silver Axe, met tout en œuvre pour empêcher l'entrée de produits illicites dangereux sur son territoire. Ce qui est choquant, c'est qu'il est parfaitement légal d'exporter depuis les ports européens des produits phytosanitaires interdits à la vente dans l'Union européenne. Rien qu'en Allemagne, les entreprises chimiques exportent tous les ans 80 000 tonnes de pesticides dangereux vers les pays où la réglementation est plus laxiste qu'en Europe. Ces entreprises se défendent en arguant que leurs produits sont sûrs s'ils sont utilisés correctement. Mais c'est rarement le cas. Pour preuve, ces vidéos du réseau d'organisations anti-pesticides PAN dans des plantations de mangue en Inde.
Les militants dénoncent que c'est précisément dans les pays pauvres de l'hémisphère sud qu'on déplore un manque cruel de formation et de protection. Les effets sur l'environnement et sur les hommes sont souvent dévastateurs. On en veut pour preuve ces ouvriers agricoles qui ont perdu la vue lors de mauvaises manipulations. Les fruits et légumes produits dans ces conditions sont ensuite revendus dans l'Union européenne avec leur lot de pesticides. Les mangues cultivées de manière traditionnelle sont autorisées dans l'Union européenne sous le coup de tolérance à l'importation et leur commerce rendu possible par les zones de libre-échange. Retour en Europe, dans les champs de Jacob Meyer, qui, pour protéger l'environnement, voit la liste de pesticides interdits s'allonger. C'est le moment de la récolte des fraises, mais l'ambiance est morose. Il a beaucoup plu ces derniers jours. Toutes les conditions sont réunies pour le développement du tétranique, qui s'en est donné à cœur joie. C'est vraiment triste. On travaille toute l'année pour devoir jeter 90% de nos fruits. Ils essaient de sauver ce qui peut encore l'être. Les fruits sains sont soigneusement triés et seront vendus le lendemain au marché hebdomadaire. Si Jacob avait utilisé la carbendazime, tous ces fruits pourraient être aussi beaux que celui-ci. Mais ce produit est considéré comme hautement nocif. Il modifie le patrimoine génétique humain et empoisonne les organismes aquatiques. Sa vente n'est autorisée qu'en dehors de l'Europe. Un paradoxe. Tout le plan est foutu, jusqu'aux racines. C'est fichu. Il faut tout arracher. Le plus important, c'est de jeter les fruits fichus au milieu de la rangée pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Quoi qu'il en soit, grâce à un produit autorisé qu'il a pu utiliser au printemps, Jacob a pu sauver une partie de sa récolte. L'agriculture biologique, quant à elle, rencontre encore plus de difficultés et s'expose à des coûts plus conséquents. Si on n'avait rien fait, on aurait pu fermer boutique. Il n'y aurait pas eu de récolte du tout. Il n'y a qu'à voir les dégâts dans son champ pour comprendre que Jacob s'en est tenu aux règles. Mais pour lui, l'Allemagne et l'Union européenne ferment les yeux sur des injustices. Il est d'avis qu'on interdise les exportations de produits bannis ici et qu'on mette un terme aux tolérances à l'importation. Soit on permet la commercialisation de biens produits avec des pesticides, mais alors on peut aussi autoriser leur usage ici, soit on ne le permet pas, mais alors il faut qu'on arrête de les importer. Parce que pour le moment, on atteint des sommets d'hypocrisie. Jacob aimerait aussi pouvoir vendre ses fraises à des fabricants de confitures allemands, mais ceux-ci privilégient les fruits en provenance de Chine ou du Maroc, bien moins chers. Le fait que ces fruits à lui soient produits de manière plus écologique n'intéresse personne. Il espère pouvoir au moins en tirer un bon prix au marché. L'opération Silver Axe dans les ports et sur les frontières européennes a pris fin. Plus de 1200 tonnes de pesticides illégaux, pour une valeur de 80 millions d'euros, ont été saisies. Le succès est à la mesure de l'étendue du marché noir. L'enquêteur allemand fait un dernier point avec son homologue en Belgique. Bonjour Thierry, c'est Niels. Bonjour Niels. Comment vas-tu? Très bien. Je suis à la retraite depuis le mois de mai. Je vais très bien. Niels tenait à remercier personnellement Thierry pour leur collaboration. C'est grâce aux informations de l'OLAF que nous avons pu organiser les saisies en Allemagne. Au total, cette saison, durant l'opération Silver Axe, il s'agit de 70 tonnes de pesticides illégaux. Environ la moitié de ces substances étaient de contrefaçon. Il constate que cette année, c'est surtout dans les petits postes de douane, moins bien équipés pour ce genre de contrôle, que les pesticides ont été écoulés en masse.
Une fois de plus, ça nous montre l'importance du marché des pesticides illégaux et à quel point les trafiquants sont malins et savent tirer profit du flou entre les responsabilités partagées de l'Union européenne, des nations et des régions. On pourrait décider de n'autoriser l'importation de pesticides qu'à certains postes de frontières définis. C'est une idée très intéressante, Thierry. Si on limitait les importations de pesticides aux postes de douane importants, ou à un certain nombre de postes donnés, on pourrait gérer le problème plus efficacement. Je regrette que tu sois à la retraite. J'ai toujours apprécié notre collaboration. L'avenir nous dira si la proposition d'importer des pesticides uniquement via de grands sites portuaires comme Anvers verra le jour. Quoi qu'il en soit, la pression exercée sur l'agriculture européenne par la concurrence mondiale bon marché n'a pas fini de croître. Le samedi, c'est jour de marché. Commerçants et producteurs proposent leurs produits. Jacob Meyer est présent, lui aussi. Dès 7 h, le stand est prêt. Jacob essaie de rester optimiste. Aujourd'hui, j'ai 20 caisses de 10 barquettes que je peux mettre en vente, malgré ce qui nous est arrivé et toutes nos pertes. Auprès d'un commerçant, je pourrais en tirer 1,20 € ou 1,30 € par barquette. Et ici, je les vends à 3,90 €. Ce n'est pas comparable. Si tout est vendu, il aura gagné 780 €. Un grossiste lui aurait proposé 240 €, ce qui n'aurait même pas couvert ses frais. Comment d'autres se permettent de vendre à prix cassé et parviennent tout de même à s'en sortir, reste un mystère.